Le fromage peut-il protéger notre cerveau? La question, elle a de quoi faire rêver, non? J'avoue, quand j'ai vu passer les gros titres là-dessus, il y a eu une petite seconde de pure joie. On s'imagine qu'un bon morceau de comté, ce serait plus qu'un plaisir, carrément un acte de prévention pour nos neurones. L'idée est terriblement séduisante. Allez, c'est une promesse magnifique. Manger ce qu'on aime et se faire du bien en même temps, c'est un peu le Graal de la nutrition. C'est exactement sur cette promesse qu'on se penche aujourd'hui. Une étude a fait beaucoup de bruit en suggérant ce lien donc entre fromage et un risque de démence plus faible. Pour y voir plus clair, on s'appuie sur une analyse très fine de Pierre Fraser. C'est un linguiste et sociologue et son texte s'appelle « Saine alimentation, entre nutriments et storytelling ». Un titre qui annonce déjà la couleur. On va parler de science, mais aussi de la manière dont on la raconte. Tout à fait. Et soyons clairs, notre but ici, ce n'est pas de dire s'il faut manger du fromage ou pas. La mission, c'est de comprendre le mécanisme. Comment une info scientifique, souvent nuancée, se transforme en un conseil simple et viral. On va décortiquer l'étude, ses limites et tout le cheminement de l'information. Alors c'est parti, on ouvre le capot. Pour commencer, il faut bien le dire, les résultats de l'étude sont impressionnants. Elle a été publiée dans Neurology, qui est une revue scientifique très sérieuse. Oui, ce n'est pas anodin. Ça lui donne un cachet de crédibilité immédiat. L'étude a suivi près de 30 000 Suédois, C'est une cohorte énorme. et sur une très longue période, 25 ans. La conclusion qui a fait les gros titres, c'est que les plus gros mangeurs de fromage riches en matières grasses avaient un risque de démence diminué de 13%. 13%, c'est un chiffre qui marque les esprits, en effet. Et c'est précisément là que notre esprit critique doit s'allumer. Ce qui est fascinant, c'est à quel point on oublie collectivement la règle numéro 1 dans ce genre de cas. Corrélation n'est pas causalité. Ah, le fameux principe. Exactement. Pierre Fraser, l'auteur qu'on analyse, utilise une analogie parfaite. Il dit « Le chant du coq accompagne le lever du soleil tous les matins, mais il ne le provoque pas ». C'est une excellente image. Et c'est la même logique ici. Le fromage pourrait très bien être le chant du coq de la santé cérébrale. Il est présent, mais il n'est pas forcément la cause. D'accord, c'est très clair. Alors justement, allons voir pourquoi cette distinction est si importante ici. J'imagine que ça vient de la méthode de l'étude. Concrètement, comment ils ont su ce que ces 30 000 personnes mangeaient? On touche au cœur du problème. Toute l'étude. Elle repose sur des questionnaires alimentaires Des questionnaires. que les participants ont remplis une seule fois, au tout début de la période de 25 ans. Une seule fois. Une seule fois, c'est tout. Ah oui, quand même. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça implique. On demande à quelqu'un de se souvenir de ce qu'il mange, de le noter, et on utilise cette unique photo. Une photo qui date d'il y a un quart de siècle. Exactement. Pour tirer des conclusions sur sa santé future. C'est vrai que si j'essaye de me souvenir de ce que je mangeais il y a 25 ans, c'est un brouillard total. Ça a tellement changé. Ben voilà. C'est une étude qu'on appelle observationnelle, basée sur des données auto-rapportées. Et on sait que ce n'est pas très fiable. D'abord, il y a le biais de mémoire, comme vous le dites. Qui se souvient des quantités exactes? Personne. Et puis, il y a le biais de désirabilité sociale. On a tous tendance à vouloir donner une meilleure image de nous-mêmes, non Sam? On gonfle un peu les légumes et on oublie les paquets de chips. C'est un peu ça. Et surtout, l'argument le plus fort. Nos vies changent. En 25 ans, nos habitudes alimentaires sont bouleversées. On déménage, on change de travail, on a des enfants. L'alimentation de quelqu'un à 30 ans n'est presque jamais la même qu'à 55. Donc cette méthode peut juste dessiner des coïncidences, des associations. Au mieux, oui. Elle est structurellement incapable d'isoler un véritable effet biologique d'un aliment. D'accord. Donc la base de données elle-même est déjà fragile. Mais admettons que les gens se souviennent parfaitement et n'ont pas changé leurs habitudes. Est-ce que le fromage est le seul facteur qui différencie ces groupes de personnes? On arrive au deuxième problème, le cœur de l'interprétation. Et la réponse est non. Il y a un éléphant dans la pièce, un facteur de confusion si puissant qu'il pourrait expliquer à lui seul tout le résultat. Et c'est... Le niveau d'éducation. Plusieurs experts l'ont immédiatement souligné. Dans cette étude, le groupe des plus grands consommateurs de fromage était aussi, en moyenne, le groupe avec le plus haut niveau d'éducation. Ah! Et on sait que l'éducation est un facteur protecteur connu contre la démence. C'est l'un des facteurs de protection les plus robustes que l'on connaisse. La réserve cognitive, ça s'appelle. Mais attendez,
les chercheurs ont bien dû essayer de prendre ça en compte, de corriger leurs stats. Si, bien sûr, ils ont tenté ce qu'on appelle un ajustement statistique. Mais c'est très compliqué. Le problème, c'est que le niveau d'éducation, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un marqueur pour tout un mode de vie. C'est-à-dire? En général, un niveau d'éducation plus élevé est lié à de meilleurs revenus, un meilleur accès aux soins, plus de loisirs stimulants intellectuellement, une meilleure alimentation en général. Moins de tabagisme, plus de sport. La liste est longue. Alors comment voulez-vous isoler l'effet d'un morceau de fromage de tout cet écosystème de facteurs protecteurs? C'est presque impossible en fait. Exactement. Le fromage pourrait n'être qu'un marqueur culturel d'un certain statut socio-économique, au même titre que posséder une grande bibliothèque. Donc on ne sait absolument pas si on mesure l'effet du fromage ou l'effet d'avoir un abonnement à l'opéra. C'est l'image parfaite. Le fromage n'est peut-être que le passager d'une voiture beaucoup plus puissante. Et ça pose la question fondamentale, qu'est-ce qu'on mesure au fond? Présenter cette statistique brute, sans tout ce contexte, c'est potentiellement trompeur. Pour avoir une réponse sérieuse, il faudrait des marqueurs biologiques, des prises de sang régulières, des analyses. Quelque chose qui ancre la recherche dans le corps, pas dans le souvenir. Voilà. Sans ça, peu importe le prestige de la revue, le résultat reste une hypothèse très très fragile. D'accord. Le château de cartes s'effondre un peu. Maintenant, mettons cette étude de côté une seconde, regardons la vue d'ensemble. Que dit le reste de la science sur les graisses, le cholestérol et le cerveau? Est-ce que cette étude s'inscrit dans une tendance ou est-ce qu'elle est isolée? Elle n'est pas juste isolée, elle est carrément à contre-courant de décennies de recherche. Ah bon? Oui, et c'est là que ça devient vraiment paradoxal. Si on regarde le consensus scientifique, le tableau est très différent. On sait que l'un des plus grands facteurs de risque pour la démence, c'est la santé cardiovasculaire. La santé de nos artères, en somme. C'est ça. La santé du cerveau dépend énormément de la plomberie qui l'irrigue. Et si les tuyaux sont bouchés? Les pièces du dessus ne fonctionnent plus bien. Et qu'est-ce qui bouche les tuyaux? Notamment un excès de cholestérol LDL, Le fameux mauvais cholestérol. lui-même. Or, quels sont les aliments connus pour augmenter ce cholestérol LDL? Les aliments riches en graisses saturées. Et les fromages gras au centre de cette étude. En sont une source majeure. Précisément. Alors là, je suis perdue. C'est un paradoxe complet. D'un côté, une étude nous dit manger du fromage gras est associé à moins de démence. De l'autre, toute la biologie nous explique que ce même fromage augmente un facteur de risque majeur de démence. Les deux ne peuvent pas être vrais. Si. C'est une contradiction flagrante. Et face à une contradiction comme celle-ci, il faut faire confiance au poids de la preuve. D'un côté, on a une seule étude observationnelle avec toutes les faiblesses qu'on a décrites. De l'autre, on a des milliers d'études, des méta-analyses qui montrent qu'un régime riche en graisses saturées est plutôt mauvais pour la santé cognitive sur le long terme. Le consensus scientifique va donc dans l'autre sens. Clairement. Le consensus aujourd'hui, c'est qu'aucun aliment, pris isolément, ne peut prévenir la démence. La protection vient d'un ensemble d'habitudes de vie. Alimentation équilibrée, type méditerranéenne, exercice, stimulation intellectuelle. D'accord. Donc on a une étude fragile, méthodologiquement bancale, et dont les conclusions vont à l'encontre du consensus. Et pourtant, le message qui arrive juste à nous, c'est « bonne nouvelle, le fromage protège votre cerveau ». Comment un résultat aussi incertain se transforme en une affirmation aussi péremptoire? C'est là qu'entre en scène ce que Pierre Fraser appelle un acteur silencieux mais redoutablement efficace. Le système médiatique. Le système médiatique est toute la chaîne de communication de la science. Ça part souvent du communiqué de presse de l'université. Pour attirer l'attention, il va simplifier les résultats, trouver un titre accrocheur. Les journalistes, souvent pressés, reprennent ce message simplifié. Et à chaque étape, on perd une couche de nuance. C'est le jeu du téléphone arabe, en fait. C'est exactement ça. La phrase prudente de l'article original du genre « Nous avons observé une association qui mériterait des recherches », ça devient Le fromage pourrait être bon pour le cerveau. puis dans le titre du journal, ça devient Le fromage, votre nouvel allié contre l'Alzheimer. le conditionnel a disparu. Il s'évapore. Les précautions méthodologiques sont reléguées en fin d'article, si elles y sont. La corrélation est devenue une causalité. Et puis, avouons-le, on a envie d'y croire. Bien sûr. Personne ne cliquerait sur un titre du genre « Nouvelle étude observationnelle suédoise sur les habitudes de 1990 montre une corrélation faible ». C'est moins sexy, c'est sûr. Infiniment moins. On assiste à une spectacularisation de la science. Le fromage devient le héros d'une histoire simple et satisfaisante. C'est une histoire bien plus agréable que la vérité, qui est que la recherche avance lentement, par doute et correction.
On a vu ça avec le vin rouge, chocolat noir. Tout le temps. On isole un aliment, on lui trouve une vertu et on en fait une bonne histoire. Mais la nutrition, ça ne marche pas comme ça. Le public n'hérite pas d'une hypothèse à examiner, mais d'un conseil à suivre. Ou d'une excuse pour justifier une habitude. La science posait une question ouverte. Les médias en ont fait une réponse fermée et prématurée. Bon, si on fait le bilan de cette analyse, l'idée que le fromage protège le cerveau repose sur, Une seule étude observationnelle. c'est ça, une étude à la méthodologie très fragile, basée sur des souvenirs vieux de 25 ans. Oui, Elle est pleine de facteurs de confusion, le plus important étant le niveau d'éducation. exactement. Et pour couronner le tout, sa conclusion va à l'encontre du consensus scientifique sur les graisses saturées. C'est un résumé parfait. Et ça montre bien que l'histoire la plus importante ici, ce n'est pas celle du fromage. C'est celle de notre rapport à l'information scientifique. C'est un cas d'école. Un rappel de toujours garder une saine méfiance face aux titres trop beaux pour être vrais. Il faut toujours se poser quelques questions simples. D'où vient l'info? Comment l'étude a été menée? Est-ce qu'une corrélation ou une cause? C'est une bonne hygiène intellectuelle à avoir. Penser, une question à emporter. La prochaine fois qu'on lira un article sur un super aliment miracle, on pourrait s'interroger sur notre propre réaction. Est-ce qu'on cherche vraiment un conseil de santé fiable basé sur des preuves? Ou est-ce qu'on cherche simplement une histoire réconfortante qui nous donne la permission d'aimer ce qu'on aime déjà? La réponse est sûrement un peu des deux. Mais en être conscient, c'est déjà le début de l'esprit critique.